Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mon fils a ignoré mon opération cardiaque et est parti en croisière avec sa femme, et puis Je m'appelle Hélène Morrison, j'ai 66 ans. Veuve depuis 7 ans, j'ai élevé mon fils unique, Jason, avec tout l'amour, la rigueur et les sacrifices qu'une mère peut offrir. Robert, mon mari, était un homme doux, plein d'humour et de générosité. Sa mort subite, à 48 ans, d'une crise cardiaque, fut un coup de massue. Jason n'avait que 12 ans. Je me souviens de ce jour précis, ce matin gris où le téléphone avait sonné, et où tout mon monde s'était effondré. Depuis, je suis devenu le pilier de notre famille. Chaque jour, je me suis battue pour que Jason ne manque de rien. Je me levais à l'aube, faisais les courses, préparais ses repas, l'aidais pour ses devoirs, veillais à ce qu'il ait toujours des vêtements propres et adaptés, que sa vie soit normale, malgré la douleur invisible de notre absence. J'ai souvent mis mes propres besoins de côté. Je n'ai jamais pris de vacances, je n'ai jamais pensé à moi. Quand je tombais malade, je me forçais à aller de l'avant. Ma santé était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le bonheur de mon fils était ma priorité absolue. Mais les années ont passé. L'usure du temps et de l'épuisement a fini par se faire sentir. Une fatigue sourde, un souffle court que j'attribuais d'abord au stress et à l'âge. Puis des douleurs dans la poitrine, irrégulières, qui m'inquiétaient parfois. Je repoussais la visite chez le médecin. Après tout, je n'avais pas de temps à perdre. Je devais être forte. Un après-midi d'hiver, alors que les premiers flocons commençaient à tomber sur Chicago, je me suis finalement décidée à consulter un cardiologue, le Dr Lewis. Son cabinet était chaleureux, mais l'atmosphère pesante, lourde d'inquiétudes silencieuses. Je me souviens de la lumière grise filtrant à travers la fenêtre, du tic-tac régulier de l'horloge accrochée au mur, et du regard sérieux du docteur quand il m'a dit « Hélène, votre valve mitrale est très endommagée. Vous devez subir une opération à cœur ouvert. C'est une intervention sérieuse, mais nécessaire. Si on attend trop, les risques augmentent. » Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. J'ai senti un poids énorme s'abattre sur ma poitrine, presque aussi fort que la douleur physique que je ressentais depuis quelques semaines. C'était comme si mon corps entier se figeait dans un instant suspendu. Mais plus que la peur, c'est l'image de Jason qui m'est venue à l'esprit. Son visage, ses yeux pleins d'avenir, son sourire que je voulais protéger à tout prix. Comment lui annoncer que sa mère allait devoir affronter un combat aussi dangereux? Comment lui dire que cette fois, ce n'était pas juste une fatigue passagère, mais une bataille pour la vie? Je savais que je devais lui en parler. Rapidement. Parce que le silence serait pire encore. Mais au fond de moi, une peur sourde m'envahissait. Est-ce qu'il m'écouterait vraiment? Est-ce qu'il comprendrait? Ce fut le début d'un chemin difficile, que je n'aurais jamais imaginé devoir parcourir seul. Quelques jours après mon rendez-vous chez le cardiologue, j'ai rassemblé tout mon courage et appelé Jason. C'était en fin de journée, après son travail d'avocat dans un grand cabinet de Chicago, un métier qui le tenait constamment occupé, avec ses réunions interminables, ses dossiers urgents et ses délais impossibles. Quand il a décroché, sa voix était rapide, presque essoufflée, comme toujours quand il était stressé. Je pouvais entendre en fond le bruit sourd d'un téléphone dans un café ou peut-être le son d'une conversation d'affaires. Il semblait pressé, distant. « Allô, maman, tout va bien ?» il a demandé. Je lui ai pris une grande inspiration, sentant le nœud dans ma gorge se resserrer. Puis, doucement, j'ai commencé à lui raconter ce que le docteur Lewis m'avait dit. La gravité de la situation, la nécessité de l'opération à cœur ouvert, la fragilité de mon état. Je m'attendais à ce qu'il marque une pause, qu'il pose des questions, qu'il me demande comment j'allais gérer ça, qu'il me rassure. Mais ce ne fut pas le cas. « Maman, c'est sérieux? Tu vas bien ?» a-t-il répondu, presque distrait. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai répondu que oui, j'allais bien, mais que je devais bientôt me faire opérer. « Ok, » a-t-il dit, d'un ton rapide, on va gérer ça. Puis il a ajouté, presque comme s'il voulait changer de sujet. « Candice et moi,
on a réservé une croisière pour la première semaine de ton opération. Ça fait 1 an qu'on en parle, c'est important pour nous. Je suis restée silencieuse un instant, surprise et blessée. J'avais imaginé que mon fils me dirait qu'il allait m'aider, être présent, annuler ses projets s'il le fallait. Mais il me parlait d'un voyage, d'un plaisir personnel, au moment précis où j'allais traverser une épreuve grave. J'ai essayé d'expliquer, ma voix tremblante, que j'avais besoin d'eux, que leur présence serait un soutien essentiel pour moi. Que leur absence, à ce moment, me ferait mal. Mais Jason a coupé court, d'un ton ferme et définitif. T'inquiète pas, maman. Il y a des médecins, des infirmières. Ce n'est pas comme si tu étais seule. On ne peut pas annuler ce voyage. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu insister. La douleur dans ma poitrine n'était pas seulement due à mon cœur malade, mais à ce vide immense qui grandissait entre nous. Cette conversation a laissé une cicatrice invisible. Le jour où j'aurais eu le plus besoin de lui, Jason avait déjà choisi d'être ailleurs, loin de moi, loin de mon combat. Le 8 mai, le jour tant redouté est enfin arrivé. Ce matin-là, je suis entrée à l'hôpital solitaire, une valise légère à la main, le cœur lourd d'angoisse et de fatigue. Le personnel m'a accueilli avec une douceur professionnelle qui ne pouvait pas combler ce vide immense en moi. La nuit avant l'opération, je n'ai quasiment pas fermé l'œil. Allongé sur mon lit d'hôpital, la lumière tamisée filtrant à peine à travers les rideaux, mon esprit était en ébullition. Je repensais à toutes ces années de lutte, à ce rôle de mère seule qui m'avait demandé tant d'énergie et de sacrifice. Je revoyais le visage de Jason, si occupé, si distant, qui partait en croisière avec sa femme au moment même où j'allais affronter cette bataille pour ma vie. Les battements de mon cœur, irréguliers et fatigués, semblaient résonner dans le silence de la chambre. J'ai passé des heures à fixer le plafond, à compter les minutes, à me demander comment cette opération allait changer le cours de ma vie. Et, surtout, comment je pourrais supporter l'absence de ceux que j'aimais. Quand enfin le personnel est venu me chercher, j'ai serré la main de l'infirmière, cherchant une étincelle de réconfort dans son regard. Mais à l'intérieur, une peur sourde me rongeait. Les 5 longues heures d'opération se sont déroulées dans un brouillard. Quand je suis sortie du bloc, encore faible, les yeux embués, j'espérais, au fond de moi, un appel, un message, un signe. Mais Jason ne m'a pas appelé une seule fois. Pas un mot. Pas une pensée audible. Je savais, pourtant, qu'il était là, bien loin, sur un bateau de croisière baigné par le soleil, sirotant des cocktails sur un pont luxueux, entouré d'amis, loin de mes souffrances. Le seul contact que j'ai reçu fut un message bref, presque froid, de Candice. On pense à toi, repose-toi bien, bisous. Un message qui sonnait creux, impuissant face à ce que je traversais. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de toute ma vie. La douleur physique me clouait au lit, les médicaments brouillaient mon esprit, et la peur d'un échec, la peur de la solitude s'insinuait dans chaque instant. Chaque matin, j'ouvrais les yeux avec l'espoir secret d'entendre la sonnerie de mon téléphone. Chaque soir, je m'endormais en silence, le cœur serré. Dans cette chambre d'hôpital, une infirmière, douce et patiente, est devenue mon pilier. Elle me parlait avec tendresse, me tenait la main quand la douleur était trop forte, m'aidait à me lever, à me laver, à reprendre peu à peu possession de mon corps. Une bénévole venait souvent me rendre visite. Elle apportait avec elle un livre de poésie, et me lisait des vers qui, parfois, faisaient danser mes larmes, d'autres fois, allumaient une petite flamme d'espoir. Mais la vérité était là, j'étais seule. J'ai pleuré, en silence, chaque fois que la porte se refermait, que les pas s'éloignaient, chaque fois que personne ne regardait. J'ai pleuré la mère absente, le fils parti, le temps perdu, et ce sentiment écrasant d'être oublié alors que je me battais pour rester en vie. Quand je suis rentrée chez moi après l'hôpital, j'ai ouvert la porte avec un mélange d'espoir et de fatigue, mais ce que j'ai ressenti en franchissant le seuil, c'était un silence glacé, pesant. La maison ne respirait plus la vie ni la chaleur familiale, elle semblait suspendue dans une attente silencieuse, comme si elle-même voulait que je parte, que je tourne la page définitivement. Les murs autrefois emplis de rires et de conversations animées me renvoyaient aujourd'hui un écho sourd, vide. Chaque pièce me rappelait l'absence, chaque objet semblait porter le poids des souvenirs brisés.
Je me suis arrêtée dans le salon, regardant autour de moi les photos accrochées au mur et posées sur les meubles. Ces images d'anniversaire, de Noël, de moments partagés entre Jason, Candice et moi, me tiraient le cœur. Je savais que je ne pouvais plus rester prisonnière de ces souvenirs qui me faisaient autant de mal que de bien. Alors, avec une détermination nouvelle, j'ai commencé à les décrocher, une à une. J'ai pris chaque cadre, chaque photo et je les ai posées délicatement dans une grande boîte en carton. Ce n'était pas un geste de colère, mais un geste de protection, comme si je mettais ces moments précieux à l'abri, loin de ma douleur immédiate. J'ai ensuite rassemblé tous leurs cadeaux, leurs lettres anciennes, les petits souvenirs que j'avais accumulés au fil des années. J'ai enveloppé chaque objet avec soin, les ai placés dans la même boîte, puis je les rangeais dans un placard fermé à clé, comme pour garder leurs souvenirs à distance, mais sans jamais les détruire. Puis, j'ai pris une décision encore plus radicale. J'ai appelé une agence immobilière. La voix de l'agent, professionnel, résonnait étrangement dans cette maison vide. J'ai demandé à vendre la maison. Celle où j'avais élevé Jason, où nous avions vécu tant de fêtes, de rires, de disputes parfois. Cette maison qui avait été le théâtre de ma vie, de mes espoirs et de mes déceptions, allait devenir un symbole du passé, un chapitre que je devais refermer pour avancer. Quelques semaines plus tard, j'ai quitté Chicago pour m'installer dans une petite ville du Vermont, loin du bruit, du tumulte et des souvenirs trop lourds à porter. Ma nouvelle maison était modeste, une petite bâtisse en bois, entourée de grands arbres et d'un jardin sauvage où la nature reprenait ses droits. C'était simple, chaleureux, paisible. J'avais besoin de me retrouver, de guérir loin des fantômes du passé, dans ce refuge que je construisais pierre après pierre, jour après jour. Dans ce nouvel environnement paisible, entouré par la nature et loin du tumulte de ma vie passée, j'ai redécouvert une passion que j'avais laissée de côté depuis des années, la peinture. Au début, c'était simplement un moyen de passer le temps, une façon de calmer mon esprit tourmenté. Mais rapidement, chaque toile est devenue un véritable exutoire. Avec mes pinceaux, je laissais couler sur la toile toutes les émotions que je n'arrivais pas à exprimer avec des mots, la colère sourde, la tristesse profonde, mais aussi cette force nouvelle qui grandissait en moi. Je peignais des femmes fortes, résilientes, souvent marquées par la douleur mais en pleine reconstruction. Des visages au regard profond, des cœurs brisés mais qui retrouvaient peu à peu leur capacité à aimer et à espérer. Mes couleurs étaient parfois sombres, parfois éclatantes, toujours sincères. Ces œuvres, nées de mes blessures et de ma renaissance, attirèrent bientôt l'attention d'une galerie locale. Les propriétaires, touchés par la puissance et l'authenticité de mes tableaux, me proposèrent d'exposer mes toiles dans leur espace. Ce fut un moment décisif. Voir mon travail reconnu, entendu, m'a donné une confiance nouvelle. Peu à peu, ma créativité ne se limita plus à la peinture. J'ai commencé à écrire. D'abord un journal intime, où je consignais mes pensées, mes douleurs et mes espoirs. Puis, encouragée par des amis et par l'envie profonde de partager mon histoire, je me suis lancée dans l'écriture d'un livre. Ce livre s'intitulait « L'amour oublié, mémoire d'une mère blessée ». J'y racontais mon parcours, ma solitude, mes combats, mes déceptions, mais aussi ma résilience et ma renaissance. À ma grande surprise, ce livre fut accueilli avec une émotion intense. Je reçus des centaines de messages, des lettres et des appels de femmes du pays entier, qui avaient vécu des expériences similaires, abandon, blessures familiales, trahison silencieuse. Elles se retrouvaient dans mes mots, trouvaient dans mon récit une force pour affronter leurs propres douleurs. Ce partage inattendu me donna un nouveau souffle, un nouveau sens à ma vie. Je compris alors que ma souffrance pouvait devenir une source d'espoir pour d'autres. Un jour, alors que je donnais une conférence dans une salle comble sur la résilience et la force intérieure, mon téléphone vibra dans ma poche. Le regard de l'audience était fixé sur moi, suspendu à chaque mot, à chaque histoire que je racontais. J'avais passé les dernières minutes à décrire comment j'avais transformé ma douleur en force, comment j'avais appris à me reconstruire malgré les blessures du passé. Je pris une profonde inspiration et décrochai. C'était Jason. Sa voix tremblait, fragile, hésitante, presque brisée par l'émotion et la culpabilité. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas à quel point tu souffrais. Je ne voulais pas que tu te sentes seule. On a fait une erreur, une énorme erreur.
Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent en moi comme une porte entr'ouverte sur un possible pardon, une chance de reconstruire. J'entendais dans sa voix toute la peine, la honte, peut-être même la peur de ne pas être pardonné. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus cette mère disponible à toute heure, prête à tout pardonner sans condition. Je n'étais plus celle qui effaçait ses propres besoins pour ceux des autres. J'étais devenue Hélène, une femme qui s'était choisie, qui avait appris à vivre pour elle-même, à poser des limites, à exiger du respect. Je lui répondis avec calme et fermeté. Jason, je t'aime toujours. Mais l'amour ne suffit pas toujours à réparer ce qui est cassé. Ce que je veux, ce n'est pas seulement des excuses, mais du respect, de la présence, du vrai. Pas des paroles, mais des actes. Il y eut un long silence au bout du fil, puis il murmura un faible « Je comprends ». Ce moment fut un tournant. Aujourd'hui, je vis une vie remplie de paix et de sens, une vie que je n'aurais jamais imaginée il y a quelques années encore. Chaque semaine, j'organise des ateliers dédiés aux femmes qui, comme moi, ont été blessées par leur famille, abandonnées ou incomprises. Ces rencontres sont bien plus que de simples réunions, ce sont des espaces sacrés où l'on peut déposer sa douleur sans jugement, où l'on apprend à panser des cœurs meurtris, à apaiser des esprits tourmentés, à reconstruire des vies fragiles. J'accompagne ces femmes sur le chemin de la résilience, leur offrant des outils pour retrouver confiance en elles, pour se relever, pour s'aimer malgré les blessures. Voir leur transformation, leur renaissance, est devenue ma plus grande source de joie et de fierté. Quant à Jason, notre relation est un travail quotidien, un processus lent mais sincère. Nous prenons le temps, avec douceur et patience, de reconstruire ce lien brisé. Il est devenu un homme différent, plus attentif, plus humble, conscient enfin de ce que son absence a pu me coûter. Il apprend à écouter, à comprendre, à être présent sans attendre, sans condition. Et moi ? Je suis devenue Hélène. Une femme forte, fière, qui a découvert que la vraie force ne vient pas des autres, ni même des circonstances, mais de l'amour que l'on se porte à soi-même. Un amour inconditionnel, un amour qui guérit, qui élève, qui libère. Chaque jour, je me rappelle que, malgré les blessures du passé, je peux choisir la paix, la dignité, la lumière. Et c'est ce choix qui me donne la force d'avancer.